L'art de presque savoir, aujourd'hui presque une conférence, quand une robe fait scandale. Au salon de 1884, la foule s'agite devant un tableau, un portrait d'une des femmes les plus connues de Paris. Le portrait va faire scandale, mais le plus étonnant, c'est que le scandale vient principalement d'une robe. Ce portrait, c'est celui qui est peint par John Singer Sargent, un jeune artiste de 28 ans qui s'est attaqué au portrait de la plus jolie jeune femme de Paris, Virginie Gautreau. Il l'intitulera Portrait de Madame X. Il a mis plus de 18 mois à le réaliser. Virginie Gautreau était originaire de la Nouvelle-Orléans, s'était installée à Paris en 1867 et avait épousé à l'âge de 19 ans un Français. Bien qu'élevée dans un couvent français, bien que parlant français couramment, tout le monde de la presse en fera toujours une américaine et son origine créole alimente aussi les critiques du portrait. Pourquoi ce portrait est-il si choquant ? Le décolleté, me direz-vous, mais elle n'est pas plus décolletée que bien des robes que l'on aperçoit sur les portraits de l'époque. C'est une robe, certes, qui dévoile plus qu'elle n'habille. Il semblerait que ce soit une création de la maison Félix, même si nous n'avons pas les moyens de le prouver dans l'état actuel des recherches. Mais elle correspondrait bien au style, aux créations de la maison Félix, qui adorait habiller les femmes en vue, notamment les actrices, dans un style parfois spectaculaire. Sargent va devenir le portraitiste de la bonne société du XIXe siècle au moment de la naissance de la haute couture. Et c'est avec beaucoup de recherche et en collaboration avec ses commanditaires qu'il choisissait les robes dans lesquelles les personnages désiraient poser. Est-ce la couleur noire de la robe ? Pour un modèle, somme toute assez jeune. Pas véritablement. Le noir est devenu une couleur à la mode et elle peut être portée à différentes occasions, même si elle reste la couleur associée au deuil. Pendant les années 1880, la moitié des femmes qu'il portraiture, qui sont d'âges différents, portent des robes noires. Cette mode du noir permet à Sargent de créer des portraits à la fois modernes et en dialogue avec la tradition. En effet, la couleur noire peut faire référence aux héros de la peinture de Sargent, comme par exemple Velázquez. De la même façon, il associe le portrait au portrait historique des aristocrates déguisés en Diane. Non, rien de tout ça ne fera scandale. En fait, ce qui va déranger, c'est la bretelle de la robe. Puisque sur le tableau présenté au salon, la bretelle était tombée sur le bras et on trouva ça totalement impudique. Une impudeur exacerbée par la beauté peu naturelle et bien évidemment un discours influencé par les préjugés de l'époque. On y voyait une aventurière, une parfaite parisienne qui était en réalité américaine. Le tableau est jugé techniquement fautif, moralement choquant, par sa mise en valeur du maquillage, des épaules dénudées, des chairs, le décolleté beaucoup trop prononcé, et l'arrogance de cette femme qui ne regarde pas le spectateur. Après le salon, Sargent corrigera le tableau en mettant la bretelle dans la position actuelle. Il reste quelques photographies et des copies inachevées du tableau qui montrent l'état du tableau au salon. La pose peu naturelle de la jeune femme appuyée sur une table dont les pieds sont décorés de sirènes. La sirène, un animal étrange, hideux, une tête de femme sur un corps d'oiseau qui charme par son chant et détourne les marins de leur route pour leur plus grand malheur. Serait-ce une évocation de cette sirène parisienne ? Le scandale est grand, il déstabilise quelque peu Sargent. La mère du modèle se rendra dans l'atelier de Sargent, en larmes, pour lui faire une scène effroyable, en criant que, à cause de lui, sa fille était perdue et que le tout Paris se moquait d'elle. Son gendre, disait-elle, sera forcé de se battre, il se tuera et elle mourra de chagrin. Bien évidemment, il était impossible de retirer le tableau du salon. Le jeune modèle semble lui un peu moins touché par cette histoire, puisqu'elle paraîtra quelques jours après le scandale au théâtre, dans une robe proche de celle du tableau. Avec le balcon, Manet va aussi faire l'expérience du scandale de la robe au salon. Nous sommes au salon de 1869, lorsque le tableau est présenté. Le balcon serait né d'un été passé à Boulogne-sur-Mer en voyant des personnages à leur balcon, ce qui lui rappelle aussi un grand classique de la peinture espagnole, Goya, et on voit la filiation entre la peinture espagnole de Manet, de Sargent. Sargent était un grand admirateur de la peinture espagnole, mais aussi un grand admirateur de Manet. Pour comprendre la problématique du tableau, il faut comprendre qu'à cette époque-là, il y a une tenue pour chaque heure et chaque activité de la journée. On ne porte pas la même tenue pour le matin que pour le thé, que pour partir en voyage, pour monter à cheval. Sachez que si vous montez à cheval à la campagne ou à cheval à la ville, il faudra encore une autre tenue. Et pour sortir le soir, en moyenne, il faut changer 6 fois de tenue par jour
Si on observe les trois amies de Manet sur le balcon, au premier plan, nous avons Berthe Morisot, amie et future belle-sœur de Manet. Elle porte un déshabillé du matin. C'est une robe intime qu'on porte à l'intérieur pour recevoir quelques copines, mais en aucun cas à la vue de tous sur un balcon. Fanny Klaus apparaît en robe de promenade. C'est une robe qui est légèrement raccourcie sur la cheville, permettant de dégager l'articulation et favorisant la marche. C'est une robe qu'on va plutôt porter l'après-midi. Pour rendre visite à son amie, elle aurait dû préférer la robe de thé. Quant à Guillemet, ami des impressionnistes, peintre paysagiste, il porte une tenue qu'on va plutôt associer avec le soir. Le tableau n'a donc aucun sens aux yeux des spectateurs du XIXe siècle. Au courant des mœurs vestimentaires, comment ces trois personnages peuvent-ils se retrouver en même temps sur un balcon, puisqu'ils ne peuvent pas porter les mêmes vêtements, ou plutôt parce qu'ils doivent porter les mêmes vêtements à ce moment-là. De plus, leurs regards ne convergent pas. Chacun semble absorbé par une pensée, une direction différente. Cette absence d'unité visuelle ou émotionnelle empêche le spectateur de construire une histoire cohérente autour de la scène. Mais pourquoi sont-ils tous sur le balcon, puisque personne ne regarde ce qu'il y a à regarder ? Manet, certainement, cherche ici à décorréler le tableau de la narration. Il met en place une pure composition picturale, couleurs, formes, lumière deviennent les véritables sujets du tableau, et non plus une histoire à raconter. Mais ce tableau est très difficilement compréhensible pour les yeux du XIXe siècle. On peut remonter plus loin dans l'histoire. Au salon de 1783, une autre robe va faire scandale. Cette fois-ci, c'est celle de la portraitiste Madame Vigée-Lebrun. Et le portrait qu'elle réalise est celui de Marie-Antoinette, reine de France. Mais voilà, elle représente la reine en égérie de la mode, ce qu'elle est, dans une tenue moderne, légère, une robe en chemise dite en gaule. La robe est aussi appelée robe à l'enfant ou à la créole, libérée de son juste corps, en taffetas et en mousseline. La mode serait venue du théâtre en réaction à la tyrannie des robes à juste corps, baleinées. Tenue d'une certaine simplicité, pour ne pas dire intimité, dans laquelle on verrait bien Marie-Antoinette se promener au sein du petit hameau de Versailles. Mais voilà, nous ne sommes pas au hameau de Versailles, nous sommes au salon exposition officielle où on attend le portrait d'une reine de France, personnalisation de la nation, et non pas d'une femme, Marie-Antoinette, dans son intimité. On reconnaît bien la femme Marie-Antoinette, mais on ne reconnaît pas la reine de France. La réputation de la reine, qui est déjà très fragile, verra les mauvaises langues s'en mêler, puisqu'on ira jusqu'à dire que la reine essaie de ruiner les soirées françaises, puisque le tissu est originaire d'Angleterre. Bref, le scandale est tel que Madame Vigée-Lebrun doit retirer le tableau du salon et rhabiller la reine. Sans la refaire poser, elle va modifier le tableau de façon à lui faire porter une robe à la polonaise de couleur gris-bleu taillée dans des soieries de Lyon pour apaiser l'opinion publique. Scandale autour d'une chose aussi désuète qu'une robe et qu'une tenue vestimentaire. Parce que le vêtement est intimement lié à la conception judéo-chrétienne de nos civilisations. L'homme, au paradis, était nu. Lorsqu'il croquera le fruit, il aura connaissance de sa nudité, voudra la cacher. Dieu pour cela le punira et le chassera du paradis. Et au moment où Dieu le chasse du paradis, il lui offre ses premiers vêtements. C'est-à-dire que, à cause de la transgression, ils furent expulsés du paradis, l'homme s'habilla, et ce vêtement devint, dans la tradition judéo-chrétienne, la conséquence du péché original, le symbole de notre chute. Il valait mieux le faire oublier. Si bien que pendant des siècles, les pensées occidentales vont prôner le vêtement discret, sobre, passant inaperçu. Habiller son modèle, ça peut être risqué. Alors pourquoi les artistes du XIXe siècle ont-ils tant utilisé les robes modernes ? Justement parce qu'il est question de modernité. La mode, avec la naissance de la haute couture, des grands magasins, va s'accélérer au XIXe siècle, va se faire plus saisonnière et va devenir un marqueur de la modernité. Plusieurs impressionnistes seront passionnés par la mode, c'est le cas par exemple de Monet. Prenez en 1866 le catalogue de la Redoute, comparez-le avec le tableau de Monet et vous verrez qu'il est à la mode. Dans ce tableau par exemple, avec l'émergence du chemin de fer et du goût pour la balade en forêt, on va voir naître la robe promenade de forêt. C'est une robe qu'on peut retrousser sur les côtés, ce qui permet... La robe était difficilement lavable, on lave les jupons, les sous-vêtements, mais pas la robe. Et donc, en tirant sur les côtés, la jupe remontait. Le soir, de retour à Paris, elle était libérée. Ni vue ni connue, la robe n'avait pas souffert de cette journée passée à arpenter la forêt de Fontainebleau. Le côté hispanisant est aussi un clin d'œil aux modes lancées par l'impératrice Eugénie, d'origine espagnole. Ce tableau aussi va montrer de différentes manières la grande actualité de la mode vue par Monet.
L'apparition de la crinoline projetée qui va remplacer la crinoline ronde avec une structure de robe qui part vers l'arrière. Toutes ces femmes sont posées par Camille, l'épouse de Monet qui était elle-même couturière. Au premier plan, la robe blanche est d'influence espagnole. La robe verte et la robe Havane sont des couleurs modernes et à la mode. La robe verte a cette couleur particulière qui est née à l'époque venant de la chimie moderne. On voit que la robe verte a été modifiée pour pouvoir adapter une robe à crinoline ronde sur une robe à crinoline projetée, en rajoutant sur le côté des quilles qui permet d'envoyer la robe sur l'arrière. Certainement un travail de Camille. 15 ans après l'Olympia, Manet revient sur le thème de la courtisane, sur le mode naturaliste. Là, pas de scandale de robe, puisqu'en fait, elle est en sous-vêtements. La robe a disparu. Le personnage pourrait être tiré d'un roman de Zola, Nana, mais Nana n'existe pas encore dans la littérature. Elle apparaît à la fin de l'Assommoir, mais nous ne pouvons pas prouver que Manet avait déjà lu le roman de Zola. C'est un sujet qui est dans l'air du temps, aussi bien en peinture qu'en littérature. Ce n'est plus la grande prostituée du XIXe siècle, c'est une cocotte moderne, certainement issue du théâtre, puisque vous voyez ici des accessoires typiques du théâtre. Nous sommes probablement dans une loge. Elle porte des bas bleus, qui sont vulgaires, puisque le bas blanc doit être préféré. Et derrière elle, on voit un dessin de grue. La prostituée peut être aussi appelée la grue. Il se trouve que ce même papier peint se trouvait dans l'atelier de Manet. L'occasion fait peut-être le larron. Désormais, la jeune fille ose apparaître ici en cocotte contemporaine, en sous-vêtements et très certainement protégée par l'homme qui se trouve sur la droite. Le tableau ne sera pas présenté au salon, il fut refusé, mais il sera montré au public dans la vitrine d'un magasin, boulevard des Capucines, et il attira des foules venues se moquer. Le XIXe siècle a très peur de se laver les cheveux, de mettre de l'eau sur la tête, les otites, les mal de tête. Les femmes ne se lavent pas les cheveux ou elles se les lavent à sec. Des poudres absorbantes qu'il va falloir retirer au moyen de brosses sur une tenue qui est faite pour se peigner, c'est le peignoir. Ce peignoir va complètement éclipser le modèle, Victorine Meurent, par sa couleur, par ses accessoires qu'on ne comprend pas très bien. Et tout sera critiqué sur ce tableau, depuis le visage de la femme, en passant par la couleur rose du tableau ou encore le perroquet qui aurait mieux fait d'être empaillé. Et pourtant, le perroquet est une image associée au Christ et à la Vierge Marie, qui ne pouvait être contaminée par le péché. Il est un indicateur social et il donne une petite touche d'exotisme. Au passage, il fait référence à un autre tableau qui avait fait scandale, celui de Courbet avec la femme au perroquet. C'était l'art de presque savoir, aujourd'hui presque une conférence, et pour d'autres scandales sur la mode, retrouvez-nous avec Art et Savoir Conférence. Et bien sûr, toutes nos autres vidéos.